Va dormir dans ta voiture. Ton frère a plus besoin de la maison que toi. Ce furent les mots exacts que ma mère me lança, à travers l'entrebâillement de ma propre porte d'entrée. La lourde porte en chêne de ma propriété coloniale à 1,2 million de dollars, pour être précis. Je me tenais sur le porche, trempé par la pluie glaciale de Seattle, fixant la lumière rouge clignotante de ma serrure connectée. Elle refusait mon empreinte digitale. Derrière ma mère, je pouvais entendre le bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche. À travers la fenêtre du salon, j'ai vu mon frère de 35 ans, Zané, en train de rire et de lever son verre. Ils avaient volé ma maison pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. J'étais à la porte, frigorifié, et je regardais la famille qui venait de me déclarer la guerre. Vous vous demandez peut-être comment un expert en cybersécurité de 32 ans se retrouve sans abri sur son propre porche, pendant que sa famille boit son vin coûteux. Moi aussi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me barrant l'accès, ils venaient de s'enfermer avec leur pire cauchemar. Je venais de rentrer d'un contrat épuisant de 2 semaines à Londres. Mes os me faisaient mal, mes yeux me brûlaient à cause du décalage horaire, et tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et mon propre lit. J'ai garé ma voiture dans la longue allée sinueuse, admirant les colonnes blanches et l'immense porche qui entourait la maison, une maison pour laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied pendant 10 ans. C'était mon sanctuaire, mais alors que je montais les marches et posais mon pouce sur le lecteur biométrique, il a émis un bip rouge, sec et furieux. Accès refusé. J'ai réessayé. Rouge. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'application de sécurité, mais mes identifiants d'administrateur avaient été effacés. Avant même que je puisse sentir la panique monter, le peine dormant a cliqué. La porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, sécurisée par une lourde chaîne en laiton que j'avais installée moi-même. Ma mère, Karen, m'a regardé. Elle portait mon peignoir en soie sur mesure, celui que j'avais acheté au Japon. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle avait l'air agacée. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon code a-t-il été effacé ?» ai-je demandé, la voix tendue par l'épuisement et la confusion. « Parle moins fort, Nolan » a-t-elle chuchoté sèchement. « Tu vas gâcher la surprise. Zané fête son anniversaire. » Je la fixais, la pluie coulant dans mon cou. « Quelle surprise! Pourquoi es-tu dans ma maison? Ouvre la porte. » J'ai poussé le bois, mais elle a tenu bon. Elle m'a regardé avec ce mélange écœurant de pitié et de mépris. « Nous avons décidé qu'il était temps de remettre les choses à plat, Nolan. Tu as tellement de choses. Tu as cette immense maison, une belle carrière. Ton frère, lui, n'a rien. Il a eu tellement de mal ces derniers temps. Nous l'avons installé hier. C'est son nouveau départ. » Mon cerveau a eu l'impression de court-circuiter. « Vous l'avez installé dans ma maison. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ma propriété. Ouvrez cette satanée porte, tout de suite. » C'est à ce moment-là que mon père, Arlon, est apparu derrière elle. Il a doucement écarté ma mère et m'a foudroyé du regard à travers l'ouverture. « Arrête de faire une scène » a-t-il grondé. « Tu as de l'argent. Va dormir dans ta voiture ou va à l'hôtel. Ton frère a plus besoin de la maison que toi en ce moment. Il essaie de remettre sa vie sur les rails. Nous sommes ta famille, et tu vas partager ce que tu as. » Avant que je puisse crier, avant que je puisse défoncer la porte, il me l'a claqué au nez. Le bruit sourd a résonné dans l'air froid. Je suis resté là, tremblant, une valise à la main, complètement exilé de ma propre vie. Je suis descendu des marches et je suis resté sous la pluie. À travers les grandes baies vitrées, les rideaux étaient juste assez tirés. Je pouvais voir la lueur de la cheminée. J'ai vu Zané, mon frère profiteur, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, assis dans mon fauteuil en cuir. Il riait, la tête renversée en arrière, tenant un verre de mon champagne millésimé. Ma mère lui apportait une assiette de nourriture. Il ressemblait à une famille parfaite et heureuse, une famille dont je ne faisais pas partie. J'ai traîné ma valise jusqu'à ma voiture. J'ai conduit jusqu'à un motel bon marché à environ 5 km sur l'autoroute. J'ai payé $200 pour une chambre qui sentait le tabac froid et la moquette humide. Je me suis assis au bord du matelas affaissé, fixant le papier peint qui se décollait. Mon téléphone explosait d'alerte de mon propre système de maison connecté, me notifiant des mouvements dans le salon, la cuisine, la chambre principale. Il s'installait.
Il pensait avoir gagné. J'ai regardé mon frère souffler ses bougies à travers la fenêtre de mon salon. Il pensait avoir assuré son avenir. Il ne réalisait pas qu'ils venaient de déclencher leur propre destruction. Jusqu'où iriez-vous si votre propre sang vous faisait ça? Pour comprendre l'audace pure de leurs gestes, il faut comprendre ma place dans la famille. Dans le monde de la finance, il y a les actifs primaires, les choses que vous valorisez et protégez. Et puis il y a les actifs dérivés, des choses qui n'ont de valeur que parce que vous pouvez en extraire. Zané était l'actif primaire. Il était l'enfant prodige, l'éternelle victime de la malchance, le garçon qui avait juste besoin d'une chance de plus. J'étais l'actif dérivé. J'étais le distributeur de billets sur pattes. Mon rôle était d'absorber le choc de leurs mauvaises décisions et de financer leurs illusions. Je l'ai appris à la dure quand j'avais 28 ans. J'avais travaillé 80 heures par semaine, bâtissant mon entreprise de conseil en cybersécurité à partir de rien. Je vivais de nouilles bon marché et de café instantané, économisant chaque centime. J'avais enfin constitué un solide fonds d'urgence. Puis, l'appel téléphonique est arrivé. Mon père, Arlon, était à l'hôpital. Son foie lâchait. Il avait besoin d'une greffe d'urgence et son assurance était une véritable blague. Il avait laissé sa prime d'assurance expirer parce qu'il avait donné son argent à Zané pour financer une idée de start-up ridicule, vendant des lacets personnalisés. J'ai traversé le pays et suis entré dans la chambre d'hôpital stérile, qui sentait l'eau de Javel. Mon père avait l'air petit, jaune et terrifié. Il a saisi ma main et a pleuré. Il m'a dit qu'il allait mourir parce que l'hôpital exigeait un acompte énorme pour la chirurgie et les soins post-opératoires spécialisés. Il avait besoin de 75 000 $. Je n'ai même pas hésité. Je ne lui ai pas fait la leçon sur la start-up de lacets. J'étais un bon fils. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la cafétéria de l'hôpital, je me suis connecté à mon portail bancaire, et j'ai viré 75 000 $ directement au service de facturation de l'hôpital. J'ai vidé mes économies. J'ai anéanti des années de ma propre sueur et de mon sang pour lui sauver la vie. Il a eu la greffe. Il a survécu. Je suis retourné dans mon appartement miteux et j'ai recommencé à reconstruire ma vie à partir de zéro. Je me sentais bien. Je pensais que c'était ce que faisait une famille. On se sacrifiait les uns pour les autres. 4 mois plus tard, je suis rentré à la maison pour les vacances de Thanksgiving. J'ai pris une compagnie aérienne à bas prix, entassée dans un siège du milieu, car je me remettais encore financièrement. Quand mon taxi s'est arrêté devant la maison de mes parents, je me suis figé. Garé dans l'allée, brillant sous les lampadaires, il y avait un pick-up flambant neuf. Il avait des sièges en cuir, des pneus tout-terrain, et un énorme nœud rouge sur le capot. C'était un véhicule de 60 000 $. Je suis entré. La maison sentait la dinde rôtie et l'arrogance. Zané se pavanait, faisant sauter le lourd porte-clés dans les airs. Regarde cette beauté, Nolan, rayonna Zané. Maman et papa me l'ont offerte. J'ai besoin d'un transport fiable pour ma nouvelle entreprise. Le truc des lacets n'a pas marché, alors je me lance dans l'aménagement paysager de luxe. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. J'ai regardé mon père. Il était assis dans son fauteuil inclinable, l'air en parfaite santé. La cicatrice de son opération était cachée sous son polo impeccable. L'opération que j'avais payée. Je l'ai attiré dans la cuisine, loin du bruit. Papa, comment avez-vous pu acheter un camion de 60 000 $ pour Zané? Ai-je demandé, en gardant la voix basse. Tu m'as dit que tu étais complètement fauché. Tu m'as dit que tu n'avais plus rien. Arlon n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Il s'est concentré sur le verre d'eau qu'il se servait. Eh bien, tu sais, les choses ont bougé. Nous avions un peu d'argent d'un remboursement d'assurance qui est arrivé en retard. On s'est dit que ton frère avait besoin d'un coup de pouce pour démarrer. On s'est débrouillé. Il s'était débrouillé. L'assurance leur avait remboursé une partie de l'opération, et au lieu de me rembourser, au lieu de reconstituer les économies que j'avais sacrifiées pour lui, ils ont utilisé mon argent pour acheter un camion de luxe à mon frère pour une fausse entreprise de paysagisme. Ils ne le voyaient pas comme mon argent. Ils le voyaient comme de l'argent familial que je gardais simplement pour eux. Ce jour-là, l'illusion s'est brisée. J'ai réalisé que je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un filet de sécurité qu'ils se sentaient tout à fait en droit de piétiner.
J'ai arrêté d'envoyer de l'argent. J'ai limité les contacts. Je me suis entièrement concentré sur ma carrière, j'ai déménagé à Seattle, et j'ai acheté la propriété coloniale. Je pensais que la distance me protégerait. Je pensais que les limites les tiendraient à l'écart. Je n'étais pas un fils. J'étais un fonds d'urgence avec un cœur qui bat. Et maintenant, pour le 35e anniversaire de Zané, ils avaient décidé d'encaisser mon plus gros atout. Mais comment, exactement, avaient-ils réussi à percer la forteresse que j'avais bâtie? En tant qu'architecte en cybersécurité, toute ma vie tourne autour de la recherche de vulnérabilités et de leur correction. Ma maison était une forteresse. J'avais des serrures biométriques, des détecteurs de mouvement et des caméras cryptées. On ne pouvait pas simplement crocheter la serrure ou défoncer la porte sans déclencher une réponse de sécurité massive. Mais dans mon secteur, nous connaissons une vérité fondamentale. Le maillon le plus faible de tout système de sécurité n'est jamais le logiciel. Ce sont les humains. C'est une tactique appelée l'ingénierie sociale, et ma mère, Karen, en était une experte. Assis dans cette chambre de motel misérable, qui sentait l'eau de javel bon marché et le désespoir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à reconstituer leur invasion. Je me suis connecté au tableau de bord de mon fournisseur de sécurité et j'ai extrait les journaux d'accès et les enregistrements audio de la caméra du Porsche de la veille. La vidéo s'est chargée. Il était 14 heures. Ma mère se tenait sur mon Porsche avec un presse-papier, accompagnée d'un serrurier local et d'un technicien de la société de domotique. Elle était parfaitement habillée pour le rôle, un cardigan de bon goût, des boucles d'oreilles en perles, l'image parfaite d'une douce grand-mère inquiète. J'ai lancé l'audio. « Oh, c'est un vrai cauchemar », disait Karen au technicien, sa voix tremblant parfaitement. « Mon fils, Nolan, est à l'étranger pour un mois. Son frère aîné vient d'emménager aujourd'hui pour garder la maison et s'installer, mais le système a eu un pépin et a effacé tous les codes d'accès. Mon pauvre garçon est coincé dehors dans le froid avec tous ses cartons de déménagement. Nolan m'a dit de vous appeler pour faire une réinitialisation manuelle et redéfinir les droits d'administrateur. » Le technicien semblait hésitant. « Madame, j'ai habituellement besoin du titulaire principal du compte au téléphone pour vérifier son identité avant une réinitialisation complète du système. » Karen laissa échapper un soupir doux et désespéré. « Je sais, mon grand, mais il est dans un avion au-dessus de l'Atlantique en ce moment. Il est injoignable pour les 14 prochaines heures. Allez-vous vraiment nous laisser dehors? Regardez, j'ai ces factures ici. » Elle lui tendit une pile de courriers qu'elle avait clairement volés dans ma boîte aux lettres. « Et voici ma carte d'identité. Je suis sa mère. Nous avons le même nom de famille. S'il vous plaît, aidez juste une mère stressée à faire rentrer son fils. » Elle a joué la carte émotionnelle à la perfection. Elle a instrumentalisé son âge, son image maternelle, et une crise fabriquée de toutes pièces. Le technicien, voulant être serviable et éviter les conflits, a contourné le protocole. Il a branché sa tablette, a réinitialisé le système, et a cédé le contrôle total à ma mère. En 20 minutes, il m'avait complètement exclu de mon propre écosystème numérique. J'ai mis la vidéo en pause. Mes mains tremblaient d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Ils n'avaient pas seulement fait irruption. Ils avaient manipulé le système pour que cela paraisse légitime. J'ai ouvert Instagram sur mon téléphone. Je ne suivais pas Zané, mais son profil était public. Et voilà, une nouvelle story publiée il y a à peine 2 heures. C'était une vidéo filmée depuis mon grand escalier. Zané descendait, une bière à la main, balayant la caméra sur mes tapis persans anciens et ma table de salle à manger en chaîne sur mesure. La légende disait, meilleur 35e anniversaire de tous les temps. Merci, maman et papa, pour ce cadeau de fou. Nouvelle maison, nouveau départ, béni. Il a posé ses bottes boueuses sur mon canapé en cuir italien blanc. Il traitait ma maison, mon sanctuaire, comme une vulgaire maison de fraternité. Il n'avait pas construit ça. Il n'avait pas travaillé 80 heures par semaine. Il s'était contenté d'exister. Et mes parents lui avaient servi ma vie sur un plateau d'argent. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et j'ai fait les 100 pas dans la petite chambre de motel. Je voulais y retourner. Je voulais jeter une brique à travers la fenêtre. Je voulais le traîner hors de mon canapé par le col, mais je savais que si je faisais ça, c'est moi qui finirais avec les menottes. Il voulait que je perde mon sang-froid.
Ils voulaient que j'aie l'air du frère fou et agressif qui attaque la famille heureuse. Ils comptaient sur ma colère prévisible. Je me suis assis sur la chaise en plastique branlante près de la fenêtre et j'ai regardé les phares sur l'autoroute. J'ai pris une profonde inspiration. Laissez-les boire le champagne. Laissez Zané mettre ses bottes sales sur le canapé. Ils avaient la possession. Ils avaient les clés. Mais j'avais quelque chose de bien plus dangereux. J'avais la patience. Que dirait la loi à ce sujet? J'étais sur le point de le découvrir, et cela allait tout changer. Le lendemain matin, je ne suis pas retourné à la maison coloniale. J'ai conduit directement au centre-ville de Seattle, dans les bureaux de Sterling, Vance et Associés. J'avais besoin d'un requin, et Vaughn était le plus grand et le plus impitoyable des requins de l'océan juridique des affaires. C'était l'avocat qui gérait mes contrats d'entreprise, un homme qui facturait $800 de l'heure et ne souriait jamais. Son bureau était une immense suite d'angles, qui sentait le cuir cher, l'espresso et l'intimidation. Je me suis assis en face de son énorme bureau en acajou et j'ai exposé exactement ce qui s'était passé. Je lui ai montré la vidéo de ma mère trompant le technicien. Je lui ai montré les publications Instagram de Zané. Je lui ai dit que je voulais la police à la maison dans 1 heure. Je voulais qu'on les traîne dehors, menottes au poignet, pour violation de propriété, effraction et fraude. Vaughn a écouté dans un silence absolu. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes cerclées de métal, les a posées sur le bureau, et a poussé un long et lourd soupir. C'était le son que fait un médecin avant de vous annoncer que le diagnostic est fatal. Nolan, dit-il, la voix plate et clinique. Nous avons un problème. Un problème très important. Je me suis penché en avant. Quel problème? C'est ma maison. J'ai l'acte de propriété. J'ai l'hypothèque à mon nom. Ils ont trompé un fournisseur pour entrer par effraction. Appelez les flics. Ce n'est pas si simple, dit Vaughn en affichant une base de données juridiques sur son moniteur. Vous êtes dans l'État de Washington. Les lois ici favorisent fortement l'occupant. Votre mère n'a pas défoncé la porte. Elle a utilisé l'ingénierie sociale pour obtenir l'accès, puis elle a invité votre frère à l'intérieur. Il a apporté ses affaires. Il y reçoit du courrier, s'ils ont été assez malins pour faire suivre son adresse, ce dont je suis certain. Ce sont des intrus, ai-je interrompu, la voix montant. Aux yeux de la police, non, corrigea vivement Vaughn. Si vous appelez la police maintenant, les agents se présenteront, verront votre mère et votre frère à l'intérieur avec leurs affaires, prétendant qu'ils ont un accord verbal pour y vivre. La police qualifiera immédiatement cela de litige civil. Ils ne les arrêteront pas. Ils vous diront que vous devez les expulser formellement. J'ai senti le sang quitter mon visage. Les expulser? Ce ne sont pas des locataires. Légalement, ils ont établi un statut de locataire par l'occupation, expliqua Vaughn, se penchant en arrière dans son fauteuil. Pour les faire sortir, nous devons déposer un avis d'expulsion formel. Compte tenu de l'arriéré actuelle dans les tribunaux du logement, des délais d'attente obligatoires, et du fait qu'ils plaideront sans aucun doute des difficultés, nous parlons de 8 à 10 mois. Minimum. 10 mois, ai-je murmuré, fixant aveuglément la ligne d'horizon de Seattle par la fenêtre. 10 mois de mon frère vivant dans ma maison. Il va la détruire. Il va vendre les appareils électroménagers. Il va la brûler par accident. Vaughn hocha lentement la tête. Ils le savent. Ou du moins, vos parents le savent. Ce n'est pas juste une violation de domicile, Nolan. C'est une extorsion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vos parents savent que vous gagnez bien votre vie, dit Vaughn, ses yeux se fixant sur les miens. Ils savent que vous aimez cette maison. Ils parient sur le fait que vous ne voudrez pas endurer une bataille juridique de 10 mois pendant que votre frère transforme votre propriété en décharge. Ils attendent que vous leur proposiez un arrangement financier. Ils veulent que vous leur fassiez un chèque énorme pour qu'ils s'en aillent. C'est de l'extorsion déguisée en drame familial. Je me suis rasseoir dans mon fauteuil. La cruauté de leur plan était stupéfiante. Ils avaient instrumentalisé les protections du système juridique pour les locataires vulnérables afin de protéger leur propre vol. Ils pensaient m'avoir acculé dans un coin où ma seule issue était de payer la rançon. Ils pensaient que je ferais le chèque, que je pleurais un bon coup, et que je passerais à autre chose, parce que c'est ce que l'actif dérivé fait toujours. Mais alors que j'étais assis dans ce bureau froid et cher, le désespoir s'est consumé,
laissant place à une colère froide et calculée. J'ai alors réalisé que la loi sur les propriétaires n'allait pas sauver ma maison. Je n'avais pas besoin d'un avis d'expulsion. J'avais besoin d'un champ de bataille complètement différent. Merci, Vaughn, dis-je en me levant. Ne déposez pas l'avis d'expulsion. Vaughn haussa un sourcil. Que allez-vous faire? Les payer? Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. La loi sur les propriétaires n'allait pas sauver ma maison. Alors, j'ai décidé d'arrêter de jouer selon les règles du logement et de commencer à jouer selon les règles fédérales. Qu'est-ce qui pourrait bien l'emporter sur un litige immobilier local? Pendant les 48 heures suivantes, j'ai complètement disparu. Je n'ai pas appelé la police. Je ne suis pas passé devant la maison. J'ai complètement éteint mon téléphone portable personnel et j'ai acheté un téléphone jetable, payé en espèces. Je voulais qu'ils s'installent dans ma belle maison coloniale, qu'ils boivent mon vin, mangent ma nourriture, et se délectent de leur faux sentiment de victoire. J'avais besoin qu'ils soient à l'aise. J'avais besoin qu'ils croient qu'ils avaient complètement brisé mon esprit, parce que les gens arrogants ne regardent pas par-dessus leur épaule. Les gens arrogants ne vérifient pas leurs angles morts. Je me suis enfermé dans cette misérable chambre de motel. J'ai commandé des plats à emporter bon marché, bu du café horrible, et ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin de pirater des serveurs gouvernementaux sécurisés ou de faire quoi que ce soit d'illégal. Les gens sous-estiment la quantité d'informations sur leur vie qui sont éparpillées dans les bases de données publiques, attendant juste d'être agrégées par quelqu'un qui sait comment lancer les bonnes requêtes. J'ai commencé à creuser sur Arlon et Karen. Je ne cherchais pas d'argent. Je savais qu'ils étaient nuls en finance. Je cherchais la piste de leur désespoir. J'ai consulté les registres de propriété, les privilèges fiscaux, les dossiers judiciaires, tout ce qui était associé à leur numéro de sécurité sociale et à leurs adresses précédentes. Il m'a fallu 14 heures de fouille dans les déchets numériques avant de le trouver. C'était enfoui dans le système d'enregistrement électronique des tribunaux fédéraux, un fichier PDF de 42 pages, déposé exactement 6 mois plus tôt auprès du tribunal des faillites des États-Unis. J'ai payé les 10 centimes de frais pour télécharger le document. Je l'ai ouvert, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans la chambre de motel sombre. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. C'était une décharge de faillite de chapitre 7. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Quand vous avez tellement de dettes que vous vous noyez, vous pouvez supplier le gouvernement fédéral de les effacer. Mais en échange, vous devez ouvrir toute votre vie financière au tribunal. Vous devez jurer sous peine de parjure exactement ce que vous possédez. Si vous avez de l'argent liquide, ils le prennent pour payer vos créanciers. Vous ne pouvez vous en sortir que si vous pouvez prouver que vous n'avez absolument rien. J'ai parcouru les annexes de leurs dettes. C'était pathétique. Des cartes de crédit au maximum, des prêts personnels, des prêts automobiles à taux d'intérêt élevés. Ils avaient accumulé 90 000 $ de dettes. Et je savais exactement où cet argent était allé. Il était allé à Zannet. À ses entreprises ratées, à ses frais de justice pour une bagarre de bar 2 ans plus tôt, à son loyer quand il refusait de travailler. Il s'était enterré sous les dettes pour protéger l'enfant prodige. Mais je me fichais de leurs dettes. J'ai fait défiler jusqu'aux annexes A et B, la déclaration d'actifs. C'est là que vous devez lister chaque chose de valeur que vous possédez. Argent à la banque, argent sous le matelas, actions, bijoux. La ligne 17 demandait l'argent liquide disponible. Leur réponse tapée était « 0 $. La ligne 20 demandait les autres actifs financiers. Leur réponse tapée était « 0 $. J'ai fait défiler jusqu'à la toute dernière page. Juste au-dessus des signatures numériques de mes parents, il y avait un avertissement imprimé en lettres grasses et indéniables. Il disait « Je déclare sous peine de parjure que les informations fournies dans cette requête et toutes les annexes jointes sont vraies et exactes. » Je me suis assis sur le lit de motel affaissé et j'ai laissé échapper un rire qui ressemblait plus à un aboiement. J'ai fixé l'écran, lisant les signatures encore et encore. Il y a 6 mois, Arlon et Karen se sont tenus devant un juge fédéral des faillites. Ils ont levé la main droite et ont juré sur leur vie qu'ils étaient complètement démunis. Ils ont juré qu'ils n'avaient aucun actif, aucun argent liquide, aucune épargne. Parce qu'ils l'ont juré, le gouvernement fédéral a effacé 90 000 $ de leurs dettes, laissant leurs créanciers sans rien. Et en ce moment même, ils étaient assis dans ma maison à 1,2 million $, essayant de m'extorquer une somme énorme.
Un plan magnifique et diabolique a commencé à se former dans mon esprit. Il se croyait intouchable parce que les lois locales sur le logement protégeaient les squatteurs. Mais la fraude à la faillite fédérale, le parjure devant un tribunal fédéral, c'était un crime grave. Le gouvernement fédéral ne se soucie pas des drames familiaux. Le gouvernement fédéral se soucie de son argent et de ses règles. Il y a 6 mois, ils ont juré à un juge fédéral qu'ils étaient fauchés. Maintenant, il me suffisait de les amener à me jurer qu'ils étaient riches. Si je pouvais les amener à prétendre qu'ils avaient des centaines de milliers de dollars en liquide, ils contrediraient leur serment fédéral. Ils avoueraient un crime. Mais comment piéger un homme avide pour qu'il admette qu'il a de l'argent? Le piège devait être parfait. Il devait faire appel à la seule chose plus forte que le bon sens de Harlon, sa cupidité. J'ai pris le téléphone jetable et j'ai composé le numéro de mon père. Il était 10 heures du matin, un mardi. Il a décroché à la 3e sonnerie. Allô, a-t-il aboyé, la voix pâteuse de sommeil. Il dormait dans ma chambre d'amis. Papa, c'est Nolan. J'ai fait en sorte que ma voix paraisse faible, vaincue et épuisée. J'ai canalisé chaque once de misère que j'avais ressentie à 28 ans, le suppliant de guérir à l'hôpital. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil, suivie d'un lourd soupir de satisfaction. Il pensait que j'étais en train de craquer. Eh bien, Nolan, tu t'es calmé? Es-tu prêt à être raisonnable et à agir comme un membre de cette famille? J'ai laissé échapper une respiration tremblante. Je suis fatigué, papa. Je suis si fatigué de me battre. Vous avez gagné. Si Zané a tant besoin de la maison, il peut l'avoir. Je vais vous signer l'acte de propriété, à toi et à maman. Vous pourrez la gérer pour lui. Je veux juste m'en sortir. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Il faisait le calcul. Une propriété d'1,2 million de dollars qui lui tombait dans les bras, complètement gratuitement. C'est une décision mature, mon fils, dit-il, essayant de masquer l'excitation écrasante dans son ton. Nous savions que tu finirais par comprendre. Nous prendrons bien soin de la propriété. Mais il y a un problème, dis-je rapidement, injectant une note de panique dans ma voix. J'ai parlé à mon avocat ce matin. Si je vous transfère simplement l'acte de propriété gratuitement, le gouvernement considérera cela comme un don massif. L'impôt sur les dons sera exorbitant. Cela déclenchera un audit, et toi et maman devrez des centaines de milliers de dollars d'impôts au fisc. Vous devriez vendre la maison juste pour payer la facture fiscale. Silence. Le mot « fisc » est terrifiant pour un homme qui vient de commettre une fraude à la faillite. Nous ne pouvons pas payer ça, Nolan, balbutia-t-il. Tu sais, nous avons un revenu fixe. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je sais, papa, ai-je menti doucement. C'est pourquoi mon avocat a suggéré une solution de contournement. Nous devons faire en sorte que cela ressemble à une vente légitime. Nous devons faire en sorte que les papiers montrent que la compte de 300 000 dollars que j'ai versé sur la maison venait en fait de vous. Nous devons documenter que vous m'avez donné cet argent à garder il y a des années, et que nous ne faisons que régler la dette. Comment on fait ça, demanda-t-il, la voix pleine de suspicion mais ancrée par la cupidité. C'est juste un formulaire standard, expliquai-je, faisant en sorte que cela paraisse incroyablement ennuyeux. Ça s'appelle un affidavit sur l'origine des fonds. C'est un document strictement interne pour que la société de titres valide le transfert sans en informer le fisc. Toi et maman devez simplement signer une déclaration jurant que vous aviez 300 000 dollars d'économies en espèces et que vous me les avez donnés. Si vous le signez, la société de titres enregistre le transfert de l'acte. Le fisc considère que c'est votre capital et il n'y a aucun impôt. Il a hésité. C'était le moment critique. C'était le moment où un homme intelligent se souviendrait de ses déclarations au tribunal fédéral. Mais est-ce que le gouvernement voit cet affidavit, demanda-t-il. Je ne veux pas que quelqu'un vienne fouiner dans nos affaires. Non, papa, ai-je promis, lui servant exactement ce qu'il voulait entendre. C'est un document privé. Il reste simplement dans le classeur de mon avocat pour satisfaire l'assurance titre. C'est juste une formalité pour que Zané puisse garder la maison. J'ai retenu mon souffle. J'écoutais le faible son d'une télévision en arrière-plan, dans mon salon. Très bien, dit finalement Harlon. Demande à ton avocat de le rédiger. Faisons ça aujourd'hui. Il avait mordu à l'hameçon.
Il pensait être plus malin que le fisc. Il pensait s'assurer un bien d'1 million de dollars gratuitement. Il n'avait aucune idée qu'il était en train de tisser sa propre corde. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Vaughn. Je lui ai dit de rédiger l'affidavit, d'engager un sténographe judiciaire, et de réserver un vidéaste pour sa salle de conférence. Nous allions rendre cela aussi officiel et terrifiant que possible. Il pensait être plus malin que le fisc pour voler ma maison à 1,2 million de dollars. Il n'avait aucune idée qu'il était en train de tisser sa propre corde. Si vous trouvez captivantes les histoires sur la gestion des familles toxiques comme celle-ci, et que vous voulez voir comment Nolan renverse la situation dans le prochain épisode, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à toucher un public plus large. Merci beaucoup. La salle de conférence de Sterling, Vance et Associés ne ressemblait pas à un endroit où une famille se réunirait pour résoudre un simple malentendu sur les plans du dîner du week-end. Elle ressemblait à un endroit où des multinationales gigantesques allaient se vider de leur sang et mourir. C'était un espace immense et caverneux, entièrement vitré du sol au plafond, offrant une vue panoramique vertigineuse sur la ligne d'horizon grise et pluvieuse de Seattle. La table qui dominait le centre de la pièce était une énorme plaque de chêne foncé poli qui coûtait probablement plus cher que toute ma première année de frais de scolarité à l'université. Assis à la tête de cette table intimidante se trouvait Vaughn. Il portait un costume gris anthracite qui lui allait comme une armure sur mesure, et il organisait tranquillement une pile de papiers incroyablement dangereux. À sa droite, discrètement dans un coin, une sténographe judiciaire installait méticuleusement sa machine à écrire, ses doigts planant au-dessus des touches. Juste à côté d'elle, un vidéaste professionnel ajustait la bague de mise au point d'une caméra haute définition montée sur un lourd trépied de qualité industrielle. La petite lumière rouge de la caméra clignotait déjà. Nous n'allions pas simplement signer un bout de papier aujourd'hui. Nous allions créer un dossier fédéral irréfutable, indéniable et permanent. J'étais assis de l'autre côté de la table, les mains calmement croisées sur mes genoux. Je fixais droit devant moi les portes en verre dépoli de la batterie d'ascenseur, attendant leur arrivée. J'ai senti un étrange et glaçant sentiment de calme m'envahir. La rage aveuglante et chaotique qui bouillonnait dans mon sang et m'avait tenu éveillé ces 3 derniers jours s'était refroidie pour devenir un zéro absolu, calculé et terrifiant. Je n'étais plus un fils gérant un conflit familial. J'étais un architecte en cybersécurité exécutant une purge système sans faille. À exactement 14 heures, l'ascenseur a sonné d'une note douce et mélodieuse. Les lourdes portes en verre se sont ouvertes et ma famille est entrée dans le cabinet. Ils ne sont pas entrés en ayant l'air de personnes désespérées qui venaient de commettre un crime en volant une propriété d'1,2 million de dollars à leur propre sang. Ils sont entrés en ayant l'air d'une royauté arrivant à son propre couronnement. Ils avaient l'air d'avoir déjà gagné le gros lot et de venir simplement chercher le chèque surdimensionné pour les caméras. Mon père, Arlon, menait la troupe, marchant d'un pas lourd et arrogant. Il portait son plus beau costume du dimanche, celui bleu marine légèrement délavé qu'il réservait habituellement aux funérailles et aux demandes de prêts bancaires. Il bombait le torse, regardant autour de lui le cabinet d'avocats luxueux avec un sourire suffisant et satisfait, croyant clairement que cette démonstration massive de richesse allait bientôt être le reflet direct de son propre statut élevé. Ma mère, Karen, le suivait de près. Elle portait son sac à main en cuir le plus cher, le serrant fermement, et portait une épaisse et luxueuse écharpe en cachemire élégamment drapée sur ses épaules. Elle a regardé la pièce, admirant l'acajou et le verre, ses yeux brillant d'une cupidité non dissimulée. Et puis il y avait Zané. C'était son 35e anniversaire aujourd'hui, et il avait exactement l'air d'un homme qui croyait fermement que le monde entier lui devait une grande parade. Il est entré dans la salle de conférence silencieuse, tenant un grand gobelet en plastique de café glacé, mâchant bruyamment un chewing-gum. Mon estomac s'est violemment retourné, se tordant en un nœud douloureux quand j'ai réalisé ce qu'il portait. Il était allé fouiller dans le dressing de ma chambre principale et avait pris ma veste en cuir vintage sur mesure. C'était une veste que j'avais achetée en Italie pour célébrer mon premier contrat à 6 chiffres. Elle était visiblement trop serrée sur ses larges épaules, s'étirant maladroitement dans son dos, mais il la portait comme un trophée durement gagné. Il portait littéralement ma vie, la paradant devant moi pour affirmer sa domination absolue. Ils se sont assis sur les fauteuils en cuir moelleux de l'autre côté de la table. Ils n'ont pas dit un seul mot de salutation. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils ne m'ont pas demandé comment j'allais ou où j'avais dormi ces 2 derniers jours après qu'ils m'aient délibérément enfermé dehors sous la pluie glaciale.
Ils m'ont simplement traité comme un inconvénient mineur à régler avant de passer à la partie intéressante de leur journée. Arlon a tambouriné agressivement ses doigts épais sur la table en chêne poli, le son résonnant sèchement. Faisons ça vite et sans douleur, Nolan, dit-il, sa voix résonnant fort et de manière odieuse dans la pièce silencieuse. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ton frère, comme tu le sais bien, et j'ai réservé une table dans un steakhouse très cher et exclusif du centre-ville pour fêter la nouvelle maison. Nous n'avons pas le temps de rester assis à jouer à des jeux d'avocats stupides tout l'après-midi. Zané s'est penché en arrière dans son fauteuil, posant nonchalamment ses lourdes bottes boueuses sur le bord de la table de conférence d'1 million de dollars. Ouais, mec. Signons juste ce truc de faille fiscale que tu as besoin qu'on signe pour qu'on puisse se tirer d'ici. J'ai un entrepreneur qui vient à la maison à exactement 17 heures pour voir comment abattre ce mur porteur entre la cuisine et le salon. L'espace est beaucoup trop fermé pour recevoir mes invités. J'ai regardé silencieusement ses bottes boueuses posées sur le bois poli. J'ai regardé ma chère veste en cuir italien s'étirer dans son dos. Ils planifiaient déjà des rénovations structurelles massives sur une maison qu'ils occupaient illégalement depuis moins de 48 heures. Ils étaient si complètement aveuglés par leur propre cupidité débridée, si totalement consumés par leur sentiment de droit de toute une vie, qu'ils n'ont même pas remarqué le vidéaste appuyer sur le bouton d'enregistrement rouge ou la sténographe poser ses mains sur les touches pour documenter chacun de leurs mots. Ils étaient assis là, prêts à réclamer un empire massif, complètement inconscients que le minuteur de la bombe qui tic-taquait sous leur chaise avait déjà atteint 0. Le voleur arrogant allait-il vraiment mettre son nom en jeu? La simple feuille de papier reposait en plein centre de l'immense table en chêne, paraissant complètement inoffensive et ordinaire. Elle était imprimée sur du papier bon épais et cher, avec une ligne de signature noire et nette tout en bas. Le titre en gras imprimé tout en haut disait « Affidavit sur l'origine des fonds ». C'était le morceau de fromage posé patiemment sur le piège à ressort. Vaughn s'est raclé la gorge, un son sec et autoritaire qui a instantanément capté l'attention de la pièce. Il s'est penché lentement en avant, posant ses coudes sur le bois poli et joignant ses longs doigts. Il ne m'a pas regardé, ses yeux froids, sombres et prédateurs fixés directement sur le visage de mon père. Monsieur, en tant qu'officier de justice, je suis légalement tenu de vous donner un avertissement verbal formel avant que vous ne signiez ce document aujourd'hui, a dit Vaughn, sa voix baissant à une octave sérieuse et autoritaire qui a résonné dans le grand espace. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, monsieur Miller. Arlon a laissé échapper un soupir exagéré et très théâtral, vérifiant de manière spectaculaire le cadran de sa montre bon marché. Allez-y, maître. Lisez votre petit avertissement légal. Débarrassons-nous des petits caractères pour que nous puissions aller manger nos steaks. Vous êtes sur le point de jurer sous peine de parjure que vous déteniez personnellement 300 000 $ d'économie en espèces, a déclaré Vaughn lentement, articulant délibérément chaque syllabe pour que la sténographe et la caméra puissent la capturer parfaitement. Vous jurez formellement que vous avez fourni ces fonds spécifiques en espèces à Nolan Miller pour être utilisés exclusivement pour la compte sur la propriété résidentielle en question. Si cette déclaration s'avère être fausse à quelque titre que ce soit, ou si elle entre en conflit direct avec toute autre déclaration financière fédérale, document fiscal ou déclaration légale précédemment faite sous votre nom, vous pourriez faire face à de graves accusations de parjure et à une peine de prison importante. Comprenez-vous pleinement l'extrême gravité du document qui se trouve devant vous? La salle de conférence est devenue absolument et terrifiante silencieuse. Le seul son dans tout l'espace était le doux cliquetis rythmique de la sténographe tapant rapidement l'avertissement terrible de Vaughn et le très faible bourdonnement électronique continu de la caméra vidéo capturant le moment exact. C'était leur dernière sortie de secours. C'était le moment exact où un être humain rationnel s'arrêterait, prendrait une profonde inspiration, et réaliserait le danger immense dans lequel il s'engageait. C'était le moment où un criminel intelligent se figerait soudainement et dirait « Attendez une minute. Quelle déclaration fédérale? Est-ce que ce bout de papier contredit la faillite de chapitre 7 que nous venons de faire il y a 6 mois? » Ils avaient la possibilité de partir sur le champ. Mais Arlon Miller n'était pas un criminel intelligent, et il n'était certainement pas un homme rationnel. C'était un homme incroyablement arrogant qui croyait fermement, jusqu'au plus profond de son être, qu'il était la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il a baissé les yeux sur le document, puis il m'a regardé directement de l'autre côté de la table. Il n'a pas vu un piège juridique mortel. Il a vu son fils cadet, l'actif dérivé désigné, utiliser des mots d'avocat sophistiqués et chers pour essayer de l'effrayer et de l'éloigner de son prix.
Il a vu les clés d'une propriété coloniale d'1,2 million de dollars se balancer juste devant son visage, entièrement gratuitement. Sa cupidité était si assourdissante, si complètement enivrante qu'elle a totalement noyé le peu d'instinct de survie qui lui restait. Arlon a ri. C'était un petit rire sec, dédaigneux et profondément arrogant qui a rempli l'air tendu de la pièce. Il s'est agressivement penché sur la large table et a arraché le lourd stylo plume plaqué hors du set de bureau coûteux de Vaughn. « Je sais exactement quel argent j'ai à mon nom, maître, » a dit Arlon, un sourire remarquablement suffisant et condescendant s'étalant sur son visage. « J'économise de l'argent dans un coffre-fort ignifuge lourd dans mon sous-sol depuis plus de 30 ans. C'est de l'argent liquide. Le gouvernement fédéral n'a pas besoin de savoir chaque centime qu'un homme travailleur économise pour l'avenir de sa famille, n'est-ce pas ?» Il a même tourné la tête et a fait un clin d'œil directement à la caméra. Il pensait sincèrement être charmant. Il pensait être plus malin que tout le système juridique, sur bande, prouvant sa supériorité. Vaughn est resté de marbre. Il n'a pas réagi à la blague. Il n'a pas cligné des yeux. Veuillez décliner votre nom légal complet clairement pour l'enregistrement audio et signer le document, monsieur. Arlon Robert Miller, a tonné mon père, s'assurant que sa voix portait clairement jusqu'au microphone. Il a pressé la plume en or du stylo sur le papier et a signé son nom avec un énorme paraphe agressif. Il a ensuite fait glisser le papier avec force vers ma mère. Karen n'a pas hésité une seule seconde. Elle a pris le stylo, sa main tremblant juste un peu. Ce n'était pas de peur ou d'hésitation, mais de l'adrénaline pure et simple du vol. Elle signait son nom pour s'assurer un style de vie luxueux qu'elle croyait fermement et de manière délirante lui être dû en compensation pour m'avoir élevé. Elle a signé son nom juste sous le sien, son écriture vive et rapide. Zané a applaudi lentement, laissant échapper un sifflement aigu d'approbation. Enfin, a dit Zané, retirant ses bottes boueuses de la table polie et se levant, étirant ma veste en cuir. Il était temps que tu prennes tes responsabilités et que tu fasses ce qu'il faut pour cette famille, Nolan. Merci pour la maison, petit frère. Maintenant, allons chercher ces steaks maturés à sec. Je meurs de faim. Arlon a refermé avec assurance le lourd stylo plume et l'a jeté nonchalamment sur le bureau de Vaughn. Il s'est penché loin en arrière dans son fauteuil en cuir, croisant les bras sur sa poitrine, me regardant avec une victoire totale et indéniable brillant dans ses yeux. Voilà, a dit Arlon, son ton empreint d'une lourde condescendance. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Nous partageons ce que nous avons. Maintenant, dis à ton avocat cher de déposer le transfert de l'acte pour que nous puissions continuer nos vies. Je n'ai pas touché le document signé. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à l'encre. J'ai lentement tourné la tête, gardant mon expression entièrement neutre, et j'ai regardé mon avocat. Maître, dis-je doucement. Vaughn a hoché la tête une fois. L'encre a séché. Le piège s'est refermé complètement, et Vaughn a plongé la main dans sa lourde mallette en cuir pour en sortir le épais dossier rouge. Que se passe-t-il lorsque les propres paroles arrogantes d'un homme deviennent les barreaux inéluctables de sa prison? Les mouvements de Vaughn étaient délibérément, atrocement lents. Il a ouvert les lourds verrous en laiton de sa coûteuse mallette en cuir, le clic métallique sec résonnant dans la pièce silencieuse. Il a passé la main à l'intérieur et a sorti un épais dossier accordéon rouge vif qui semblait déborder de secrets. Il ne l'a pas ouvert immédiatement. Il l'a posé à plat sur le bureau, a dénoué la ficelle, et a sorti une épaisse pile de documents juridiques, solidement reliés dans une lourde couverture de protection bleu foncé. Il ne l'a pas fait glisser doucement sur la table vers mes parents. Il l'a soulevé et l'a laissé tomber directement sur le affidavit fraîchement signé. Le bruit sourd et lourd a fait sursauter visiblement ma mère dans son fauteuil en cuir. Le visage de Karen s'est instantanément crispé, son faux sourire triomphant vacillant et se transformant en une grimace de confusion. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle exigé, pointant un doigt manucuré vers la couverture bleue. « Nous venons de signer votre papier. Nous avons fait ce que vous avez demandé. Que voulez-vous de plus de nous ?» Je me suis penché lentement en avant, posant mes deux bras sur la surface fraîche de la table en chêne. J'ai regardé directement dans les yeux de mon père, refusant de cligner des yeux, refusant de le laisser détourner le regard. Ça, dis-je, en m'assurant que ma voix était aussi stable et froide que la pluie d'hiver dehors. C'est votre décharge officielle de faillite de chapitre 7 du tribunal fédéral des États-Unis. Elle est datée d'il y a exactement 6 mois. Le sourire suffisant et victorieux de Arlon n'a pas disparu immédiatement.
Il a semblé se figer sur son visage avant de se transformer lentement en une confusion profonde et troublante. Ses sourcils épais se sont froncés. Et alors, a-t-il raillé, croisant les bras encore plus fermement sur sa poitrine, sur la défensive. C'est de l'histoire ancienne. Nos dettes ont été légalement effacées par un juge. Nous avons eu une année financière difficile. Tout le monde le sait. Ce document n'a absolument rien à voir avec cette maison ou cette réunion. J'ai calmement tendu la main, j'ai ouvert la lourde couverture bleue du document fédéral, et j'ai tourné les pages épaisses directement à la page 4. Annexe A et B, dis-je, gardant ma voix dangereusement calme, tapotant fermement mon index sur la ligne spécifique imprimée sur la page. Le formulaire de déclaration d'actifs fédéraux. J'ai lentement levé les yeux du papier et j'ai de nouveau fixé Arlon. Tu t'es tenu devant un juge fédéral en exercice, papa. Tu as levé la main droite et tu as juré sous peine de parjure que tu avais $0 en espèces. Tu as juré que tu n'avais aucune épargne. Tu as juré que tu n'avais aucun bien de valeur à ton nom. Tu as dit au gouvernement des États-Unis que tu étais complètement et totalement démuni pour qu'ils effacent légalement $90 000 de tes dettes de carte de crédit croissantes. J'ai fait une pause, laissant le silence écrasant planer dans l'air pendant une terrible et angoissante seconde, m'assurant que la gravité des mots pénétrait dans son cerveau. Puis j'ai lentement levé la main et j'ai pointé un seul doigt directement sur la lumière rouge clignotante de la caméra vidéo. Mais il y a exactement 5 minutes, ai-je continué, élevant la voix juste assez pour couper agressivement la tension montante dans la pièce. Tu as juré sur une vidéo haute définition, également sous peine de parjure, que tu étais assis sur $300 000 d'économie en espèces depuis 30 ans. Un silence total, suffocant et absolu est tombé sur l'immense salle de conférence. On pouvait entendre le faible bruit de la circulation dans les rues mouillées, bien en dessous. Zané a complètement arrêté de marcher vers les portes vitrées. Le grand gobelet en plastique de café glacé a légèrement glissé dans sa prise soudainement moite. Ses yeux passaient rapidement et frénétiquement de mon visage, à l'avocat impassible, puis à notre père, essayant désespérément de traiter le calcul juridique mortel qui venait d'être exposé. La main de Karen s'est envolée vers sa gorge, ses phalanges devenant blanches comme un os alors qu'elle agrippait son coûteux collier de perles comme une bouée de sauvetage. La peau de Arlon a perdu toute sa couleur en quelques secondes. Le rouge arrogant de ses joues s'est complètement estompé, le laissant avec un air maladif, creux et gris cendré. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son cerveau rattrapait enfin sa bouche. J'ai trouvé l'argent, a finalement balbutié Arlon, sa voix se brisant pitoyablement, dépourvue de son autorité tonitruante précédente. Je l'ai trouvé après que le tribunal des faillites soit terminé, dans un vieux coffre-fort que j'avais complètement oublié. Vaughn a laissé échapper un rire sec et totalement dépourvu d'humour qui a tranché comme un couteau. $300 000 entièrement oubliés dans un coffre-fort de sous-sol, Monsieur Miller? C'est une histoire vraiment fascinante à raconter à un enquêteur fédéral. C'était un cadeau, a soudainement lâché Karen, sa voix montant dans un cri aigu et paniqué, d'un parent éloigné. C'était un cadeau. Alors c'est un revenu non déclaré hautement illégal, a rétorqué instantanément Vaughn, sa voix claquant bruyamment comme un fouet, la faisant taire, que vous avez complètement et délibérément omis de déclarer à l'Internal Revenu Service et au syndic de faillite fédérale. Et puisque vous venez de prétendre spécifiquement en vidéo que c'était de l'argent liquide économisé sur une période de 30 ans, vous vous êtes maintenant explicitement, indéniablement contredit sur un document fédéral. La chaise de Arlon a crissé violemment contre le parquet poli alors qu'il se levait agressivement, les mains serrées en poing, les veines de son cou et de son front gonflant dangereusement. « Donnez-moi ce papier tout de suite » a-t-il rugi, se jetant de tout son poids sur la lourde table en chêne, essayant désespérément de saisir l'affidavit signé. Vaughn a claqué sa main à plat sur le document avec une force incroyable, ses yeux brillants d'une autorité brute et sans filtre. « Je ne peux pas faire ça, Monsieur Miller. Ce bout de papier est maintenant une preuve officielle. » « Preuve de quoi » a hurlé Arlon, de la salive volant de ses lèvres tremblantes. « Nous aidons notre fils. Vous nous avez piégés. Vous nous avez monté un coup. » « Je ne vous ai pas piégé, ai-je dit, ma voix s'élevant puissamment au-dessus de ses cris frénétiques, restant complètement stable et inflexible. Je vous ai expliqué l'exigence légale exacte. Vous avez choisi de mentir. Vous avez délibérément choisi de commettre une fraude fédérale parce que vous vouliez ma maison d'1 million de dollars bien plus que vous ne vouliez dire la simple vérité. Vous êtes entré dans cette pièce fauché et arrogant, papa,
et vous venez de vous transformer en criminel fédéral devant une caméra en essayant de voler ma propriété. Si vous appréciez cette histoire de justice ultime, veuillez laisser un commentaire disant « Je suis là ». C'est le code secret pour les vrais spectateurs qui sont arrivés jusqu'ici, et je likerai et répondrai à chaque commentaire incluant le mot-clé « Je suis là ». Merci de soutenir la chaîne. Le combat s'est complètement et totalement vidé de Arlon en un instant. Comme un pneu crevé se dégonflant rapidement, il a cessé de tendre la main vers le papier. Il s'est lentement affalé dans son fauteuil en cuir, fixant d'un air absent la surface polie de l'immense table en chêne. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait alors qu'il essayait désespérément de reprendre son souffle, son esprit courant clairement à travers les implications catastrophiques de ce qu'il venait de faire. Karen avait enfoui son visage dans ses mains et pleurait doucement, misérablement, l'écharpe en cachemire coûteuse glissant de ses épaules tremblantes et s'accumulant sur le sol. Zané se tenait complètement figé près de la porte vitrée, les yeux écarquillés d'une peur paniquée, acculée, animalière. Vaughn a calmement ajusté ses boutons de manchette en argent, agissant avec autant de désinvolture et de professionnalisme que s'il discutait simplement de la météo de l'après-midi avec un collègue. « Monsieur Miller », a dit Vaughn doucement, le calme mortel et absolu de sa voix coupant facilement le son pathétique des pleurs de Karen. « En tant qu'officier de justice, j'ai un devoir légal strict et obligatoire de signaler les crimes. Je ne peux légalement pas rester assis sur des preuves documentées et enregistrées d'un crime fédéral. » Karen a relevé la tête d'un coup sec, son mascara coûteux coulant sur ses joues entraînées sombres, laides et déchiquetées. « Vous ne pouvez pas nous faire ça, a-t-elle plaidé, sa voix réduite à un murmure désespéré et rauque. Nous sommes une famille. Vous êtes son avocat. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter ça. Je ne suis pas votre famille, a répondu Vaughn, son visage un masque de pierre parfaitement illisible. Je suis un avocat d'affaires très bien payé qui aime beaucoup conserver sa licence pour pratiquer le droit dans cet État. Et je devrais vous avertir formellement, car vous venez d'admettre formellement sur banc d'avoir délibérément caché des actifs financiers substantiels tout en vous acquittant simultanément d'une dette fédérale. Les conséquences juridiques seront graves et immédiates. Vaughn s'est penché en avant, appuyant le bout de ses doigts fermement contre la table. Avant même que vous ne quittiez ce bâtiment aujourd'hui, mon bureau déposera électroniquement l'enregistrement vidéo et l'affidavit sous serment directement auprès de la division des fraudes du syndic des faillites des États-Unis. Ils ne prennent pas le parjure à la légère. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, s'est étranglé Arlon, sa voix maintenant si faible qu'elle était à peine audible par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Cela signifie que le syndic fédéral demandera un gel d'urgence des actifs d'ici demain matin, au plus tard, a expliqué Vaughn avec une précision clinique impitoyable. Cela signifie que chaque compte bancaire à votre nom ou au nom de votre femme sera instantanément et définitivement bloqué. Vos pensions de retraite seront fortement saisies par le gouvernement. Tout véhicule immatriculé à votre nom sera saisi par les marshals fédéraux. Vous serez complètement dépouillé jusqu'à l'os pour rembourser l'intégralité des 90 000 $ aux créanciers que vous avez délibérément fraudés. De plus, vous ferez face à des amendes fédérales massives et à des peines de prison potentielles. Zané est soudainement sorti de son état de stupeur. Il a violemment frappé de sa main ouverte contre l'épaisse paroi de verre de la salle de conférence, le son sec résonnant comme un coup de feu. « Arrêtez ça » a-t-il crié, son visage devenant d'un rouge tacheté et furieux. « Je me fiche de leurs stupides problèmes de faillite. Je ne renonce pas à cette maison. J'y habite maintenant. Je reçois du courrier officiel à cette adresse. Je suis un locataire légal et documenté et vous ne pouvez pas me jeter à la rue comme ça. » Vaughn a lentement tourné la tête pour regarder mon frère. Son expression était dangereusement plate, dépourvue de toute sympathie. « En fait, monsieur Miller, vous n'êtes pas du tout un locataire. »« Si, je le suis, » a hurlé Zané, pointant un doigt accusateur et tremblant directement vers moi. « J'ai des droits. J'ai regardé sur Internet ce matin. Vous avez obtenu l'accès à la propriété par fraude documentée et faux prétexte, a contré Vaughn en douceur, ramassant une pile imprimée des journaux d'accès numérique de ma maison connectée. Votre mère a systématiquement et délibérément menti à un technicien de sécurité pour contourner illégalement une serrure biométrique. En vertu de la loi de l'État de Washington, une entrée frauduleuse annule instantanément et définitivement toute prétention au statut de locataire ou aux droits des squatteurs. Vous n'êtes pas un résident légal. Vous êtes un intrus hostile occupant actuellement une scène de crime. La mâchoire de Zané est tombée. Il a regardé désespérément sa mère, s'attendant complètement à ce qu'elle arrange les choses,
s'attendant à ce qu'elle manipule d'une manière ou d'une autre cet homme terrifiant exactement comme elle avait manipulé le technicien naïf de la domotique. Mais Karen a juste sangloté plus fort, enfouissant son visage plus profondément dans ses mains. Vaughn a nonchalamment vérifié le cadran de sa lourde montre en argent. En fait, j'ai dépêché la police de Seattle à la propriété coloniale il y a exactement 20 minutes pour expulser légalement toute personne non autorisée et sécuriser les lieux. Si vous essayez d'y retourner pour récupérer vos affaires aujourd'hui, vous serez immédiatement arrêté sur place pour violation de propriété. Mon client s'arrangera pour que vos effets personnels soient expédiés à un endroit de votre choix à une date ultérieure. Zané a émis un son pathétique et étranglé, à mi-chemin entre un sanglot et un cri de frustration pur et sans mélange. Son sourire d'anniversaire arrogant avait complètement fondu de son visage. Le château d'1,2 million de dollars n'était pas son héritage. C'était sa scène de crime. Comment un enfant prodige réagit-il quand l'or est finalement enlevé et qu'il ne reste que le pavé froid et dur? La dure réalité de la situation catastrophique s'est finalement abattue sur eux comme un énorme toit de béton qui s'effondre. Il n'y avait plus de failles cachées à exploiter. Il n'y avait plus personne dans la pièce à manipuler émotionnellement. Leur monde entier de privilèges venait de heurter un mur de briques solides. Soudain, les lourdes portes en verre dépoli de la salle de conférence se sont ouvertes. 2 policiers de Seattle en uniforme sont entrés prudemment dans la pièce, leurs mains reposant défensivement sur leurs lourdes ceintures. Ils n'étaient pas encore venus pour arrêter qui que ce soit sur des accusations fédérales, mais Vaughn les avait préventivement appelés au moment exact où Arlon s'était jeté agressivement sur la table, demandant formellement une escorte policière pour des parties hostiles et menaçantes. « Tout va bien ici, maître » a demandé le policier plus grand et plus âgé, ses yeux balayant immédiatement la pièce, remarquant le visage rouge et taché de larmes de Arlon, la colère tremblante de Zané et l'hystérie bruyante et incontrôlée de ma mère. « Oui, agent. Tout est sous contrôle » a dit Vaughn en douceur, se levant gracieusement et boutonnant sa veste de costume coûteuse. « Nous venons de conclure nos affaires juridiques pour la journée. » Ces 3 personnes étaient sur le point de quitter les lieux. Il leur est désormais interdit de manière permanente d'entrer dans ce bâtiment. Veuillez vous assurer qu'ils sortent de la propriété en toute sécurité et immédiatement. Regardez ma propre famille être formellement escortée hors d'une salle de conférence haut de gamme au mur de verre par des policiers armés semblait complètement et totalement surréaliste. C'était exactement comme regarder un film documentaire réaliste dans lequel je n'avais absolument aucune part. Toute une vie où il contrôlait le récit familial, toute une vie où il prenait tout ce qu'il voulait de moi sans la moindre once de culpabilité, se terminait ici, sous les lumières fluorescentes dures et impitoyables d'un cabinet d'avocats d'affaires. L'écharpe en cachemire coûteuse de Karen semblait soudain incroyablement lourde, ridicule et déplacée sur ses épaules tremblantes et vaincues. Zané ne se pavanait certainement plus. Il marchait lentement, la tête baissée, fixant le sol d'un air absent. La prise de conscience le frappait enfin, il n'allait pas dormir dans une luxueuse propriété coloniale ce soir. Il allait dormir sur un banc de parc froid ou mendier un lit dans un refuge bondé de la ville. Alors qu'ils atteignaient la batterie d'ascenseurs ouverte, Arlon a soudainement tordu son corps, se libérant de la prise douce mais ferme du policier. Il s'est retourné rapidement pour me faire face une dernière fois. Les portes métalliques étaient maintenues ouvertes par le second officier. Des larmes coulaient librement et abondamment sur les joues de Arlon. Dépouillé de son arrogance et de sa fausse autorité, il avait soudain l'air incroyablement vieux, incroyablement fragile et complètement brisé. « Nolan, s'il te plaît » a supplié Arlon, sa voix se brisant violemment, abandonnant complètement tout reste de sa fierté. « S'il te plaît, mon fils. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Ne les laisse pas tout nous prendre. Je suis un vieil homme avec un cœur malade. Nous avons fait ça pour la famille. Nous voulions juste que ton frère ait une vraie chance d'avoir une belle vie. » Je me suis levé lentement de mon fauteuil en cuir. Mes jambes semblaient incroyablement lourdes, comme si elles étaient faites de plomb, mais ma colonne vertébrale était complètement droite. J'ai marché lentement et délibérément vers les portes vitrées, m'arrêtant juste hors de sa portée physique. J'ai regardé profondément dans les yeux de l'homme qui avait passé 3 décennies à m'apprendre que l'amour parental n'était rien de plus qu'une transaction financière conditionnelle. « Tu as tout à fait raison » dis-je, ma voix calme, mais portant parfaitement et froidement dans le couloir silencieux. « Vous avez fait ça pour la famille. Vous avez choisi exactement quelle partie de la famille vous vouliez protéger et élever. Et ce n'était jamais moi. On peut arranger ça » a plaidé Arlon désespérément, tendant une main tremblante et ridée vers moi. « Dis à l'avocat de déchirer le papier.
dis à la police de partir. Nous quitterons la maison tout de suite. Nous ne t'embêterons plus jamais. Je le jure devant Dieu. Arrête juste cette machine avant qu'elle ne nous écrase. Il est bien trop tard, papa, dis-je, le regardant droit dans ses yeux larmoyants sans la moindre once de pitié. Le dossier est déjà envoyé. Le système est déjà en marche, et je ne peux pas l'arrêter même si je le voulais. Je fis un seul pas de plus, me penchant légèrement. Vous m'avez vendu pour un bien immobilier, dis-je, sentant un poids énorme et suffocant se soulever complètement de ma poitrine à chaque mot que je prononçais. Je vous ai vendu pour ma liberté permanente. La transaction est entièrement conclue. J'ai hoché la tête une fois en direction du policier qui attendait. L'officier a doucement mais fermement tiré Arlon en arrière dans la cabine d'ascenseur. Les lourdes portes métalliques se sont refermées avec un claquement décisif sur ces sanglots forts et misérables, coupant le son complètement et pour toujours. Je suis resté là, seul, dans le couloir moquetté et silencieux pendant très longtemps. Je ne ressentais pas de joie débordante. Je n'avais pas envie de crier ou de célébrer. Mais pour la toute première fois en 32 ans sur cette terre, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin prendre une profonde respiration. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur les sanglots de mon père. Je ne suis pas retourné à la maison coloniale cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà gagné la guerre. Les retombées juridiques et financières les ont frappés beaucoup plus rapidement et infiniment plus fort qu'un train de marchandises en fuite. Le syndic de faillite fédérale, alerté par les preuves vidéo indéniables de Vaughan, a agi avec une vitesse gouvernementale terrifiante. Dans les 48 heures suivant cette réunion, le gel d'urgence des actifs fédéraux a atterri comme une bombe. Chaque compte bancaire lié à Arlon et Karen a été définitivement bloqué. Leurs véhicules de tous les jours ont été légalement saisis de leur allée. La maigre pension de retraite de mon père a été fortement saisie pour rembourser le système qu'il a tenté de tromper. Parce qu'ils avaient manifestement menti sous serment et commis une fraude indéniable et documentée en vidéo haute définition, le tribunal fédéral a formellement et publiquement révoqué leur décharge de faillite de chapitre 7. Cela signifiait que l'intégralité des 90 000 $ de dettes toxiques de cartes de crédit est revenue en force, s'attachant à eux comme un parasite affamé, maintenant fortement aggravé par des amendes fédérales massives, des frais de justice et des pénalités sévères. 3 courts mois plus tard, ils se sont de nouveau présentés devant un juge fédéral. Cette fois, cependant, ils ne demandaient pas le pardon financier. Ils étaient là pour être formellement condamnés. Ils ont tous deux reçu des peines de prison fédérales obligatoires pour fraude à la faillite et parjure, s'assurant qu'ils passeraient leurs années dorées derrière des barreaux d'acier froid. Quant à mon frère aîné, Zané, son très attendu 35e anniversaire s'est terminé par son escorte physique hors de ma propriété par la police de Seattle. En raison de son entrée frauduleuse documentée, orchestrée par notre mère, il n'avait absolument aucun droit de locataire. Il a passé quelques semaines misérables à rebondir désespérément entre des motels bon marché infestés de punaises de lit avant que ses fonds limités ne s'épuisent complètement. La dernière chose que j'ai entendue par le biais du téléphone arabe familial, avant de couper tous les liens restants, c'est qu'il dormait sur un petit lit de camp inconfortable, poussé sous les escaliers du sous-sol de la maison d'un lointain cousin agacé, travaillant un emploi exténuant au salaire minimum dans le commerce de détail juste pour acheter des produits d'épicerie bon marché. L'enfant prodige choyé a finalement été brutalement forcé de faire face aux dures réalités du monde réel, sans filet de sécurité financier pour amortir sa chute inévitable. Personnellement, je ne suis jamais retourné dormir une seule nuit dans la maison coloniale. Le souvenir persistant de se tenant dans mon beau salon, buvant mon vin cher et complotant nonchalamment ma ruine financière totale avait complètement et définitivement empoisonné l'espace pour moi. Je ne pouvais plus respirer correctement entre ces murs sans sentir un poids fantôme sur ma poitrine. J'ai donc engagé une équipe de nettoyage de luxe pour récurer l'endroit de fond en comble, j'ai emballé mes affaires essentielles, et j'ai immédiatement mis la vaste propriété sur le marché. Dans l'économie en plein essor actuel, les maisons connectées haut de gamme et entièrement rénovées sont en demande massive et incessante. La maison s'est vendue en moins d'un mois à un cadre de la tech pour 1,5 million de $. Après avoir remboursé le solde de l'hypothèque et réglé les honoraires d'avocat incroyablement élevés mais bien mérités de Vaughan, je suis parti avec un profit massif qui a changé ma vie. J'ai pris cet argent, j'ai emballé toute ma vie dans quelques valises, et j'ai acheté un aller simple international. J'ai déménagé dans une ville côtière calme et d'une beauté à couper le souffle, dans un pays complètement différent, à des milliers de kilomètres de la pluie et du drame de Seattle. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai supprimé définitivement tous mes comptes de médias sociaux.
J'ai engagé un spécialiste pour effacer entièrement mon empreinte numérique. Pour ma famille toxique et quiconque leur est associé, je suis maintenant officiellement un fantôme. Un fantôme qui a complètement détruit leur vie parasitaire et a disparu dans le vent sans laisser de traces. Les gens sur Internet aiment vous dire de prendre le chemin de la morale. Ils prêchent constamment que la famille est tout, que les liens du sang sont plus forts que tout, et que vous devriez toujours trouver dans votre cœur le moyen de pardonner à vos parents, quoi qu'ils fassent. Ils diraient, j'aurais dû simplement déposer l'avis d'expulsion standard, attendre les 10 mois, changer les serrures, et partir tranquillement. Mais on ne peut absolument pas négocier avec une tumeur maligne. Si je les avais seulement expulsés, ils m'auraient poursuivi en justice civile pendant des années. Ils auraient harcelé ma maison, mon lieu de travail, et m'auraient épuisé avec des frais de justice sans fin et une culpabilité émotionnelle fabriquée jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille vide et épuisée. Pour sauver ma propre vie, ma propre santé mentale, et mon propre avenir, je devais complètement et totalement mettre fin au leur. Il ne s'agissait jamais de vengeance mesquine. Il s'agissait d'une chirurgie de survie nécessaire. C'était rapide, c'était définitif, et c'était totalement irréversible. Je devais réduire le pont en cendres pendant qu'il se tenait encore dessus, juste pour qu'il ne puisse plus jamais me suivre. Beaucoup de gens disent que je suis sans cœur pour avoir transformé le cadeau d'anniversaire de mon frère en une peine de prison pour mes parents. Qu'en pensez-vous? Suis-je cruel ou est-ce un juste prix pour des sangsues? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous croyez que couper les ponts avec des membres de la famille gravement toxique est parfois le seul moyen de survivre et de protéger sa propre paix, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de partager vos propres histoires folles dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons toutes.